à tous et bienvenue encore une fois sous le baobab, sous notre arbre à palabres. Donc, sujet d'aujourd'hui me touche particulièrement, mais je sais que j'ai l'habitude de dire ça. Bon, je m'explique. Tous les sujets dont j'ai traité jusqu'à présent, c'est des sujets qui effectivement m'intéressent et j'ai la chance en fait d'avoir des personnes autour de moi qui sont passées à travers ces expériences-là et qui ont bien voulu les partager. Le sujet d'aujourd'hui, je dis qu'il me touche particulièrement. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis passée par ça. Et si vous vous souvenez dans mon intro, donc je disais en fait que j'ai mis 8 ans avant d'avoir un enfant. Donc effectivement, on parle d'infertilité. Et en fait, ce sujet-là me touche vraiment, comme je dis, parce que je suis passée par ça. Moi, j'ai eu la chance de finalement être tombée enceinte naturellement, mais tout le monde n'a pas cette chance-là, ou n'a pas eu cette chance-là, ou n'a pas encore cette chance-là. Et en fait, et ça me touche vraiment parce que c'était 8 longues années difficiles mentalement, physiquement, émotionnellement, surtout, sans compter les petites remarques. Enfin, on aura l'occasion d'en parler plus amplement pendant cette émission. Et ce qui me touche vraiment dedans, qui m'énerve en fait et qui fait en fait que vraiment ça ça risque de partir dans tous les sens aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment parce que c'est vraiment d'autres femmes qui font ça. C'est des femmes qui font ça à d'autres femmes en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et donc vraiment, c'est cette partie en fait qui me truc. Donc vraiment, on va parler d'infertilité aujourd'hui. On va parler avec Ghislaine. Et donc Ghislaine, c'est une amie, c'est une amie, j'ai envie d'enfance, mais du lycée en fait. On se connaît depuis Conakry. Et puis bon, après on est allé chacune faire ses études dans un pays, et puis on s'est retrouvés aux États-Unis par hasard. Et donc c'est comme ça qu'on a reconnecté et tout. Et justement, Ghislaine malheureusement passe par cette période d'infertilité. Et là, je précise, c'est une période d'infertilité. Parce que, Inch'Allah, ça va arriver. Mais Ghislaine passe par cette période d'infertilité-là et j'ai trouvé important, en fait, qu'elle partage son expérience parce que, malheureusement ou heureusement, en fait, on a l'habitude d'entendre parler des, per- des histoires d'infertilité, mais seulement avec la bonne nouvelle au bout. Tu vois ce que je dis? Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui sont encore dans le cas où il n'y a pas encore de bonnes nouvelles, en fait. Donc, et ce qui est le cas de Ghislaine. Donc, vraiment, merci, Ghislaine, encore d'avoir accepté de venir partager ton expérience avec nous. Oui, Jenaba, avec plaisir. Ah, super. Et donc, maintenant, je vais te laisser la parole et puis je vais te laisser nous parler de ton histoire. Tout d'abord, merci, Jenaba, et bonsoir à tous ceux, ou bonjour à tous ceux qui vont nous écouter. Et merci beaucoup, Jenaba, de m'avoir invité sur cette émission. Je partage mon expérience en espérant que ça peut aider d'autres femmes qui sont dans mon cas, puisque comme tu l'as dit, pour moi, malheureusement, ce n'est pas une success story ou en tout cas, ça ne l'est pas encore. Pas encore, c'est ça. Je suis en plein dedans. Donc, bon, voilà. Donc, je m'appelle Ghislaine. Donc, j'ai 37 ans. Je suis mariée depuis 8 ans, presque 9 ans, en début d'année prochaine. Et je suis avec mon mari depuis 15 ans. On se connaît depuis 15 ans. On est mariés depuis 8 ans. Alors, juste pour donner un petit peu de contexte, parce que je pense que ça va aider un petit peu à comprendre les choses, que je vais détailler par la suite. Alors, donc, comme je dis, avec mon mari, donc ça fait 15 ans qu'on se connaît. On s'est mariés au bout de, je sais plus, 7 ans de relation. Je suis pas très bonne en maths, hein, mais au bout de 6 ans, 7 ans de relation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les 2 dernières années de notre relation, elles ont été à distance, en fait. Parce qu'avec mon mari, on s'est rencontrés en France, mais après, il a eu une opportunité professionnelle aux États-Unis, à New York. Donc, à un moment donné, il a déménagé à New York et moi, je suis restée à Paris. Donc, on a continué notre relation à distance pendant 2 ans. Ce qui fait qu'au moment où on s'est mariés, il y avait 2 ans derrière nous où on était un petit peu à distance. Mm-hmm. Donc, quand on s'est mariés, si tu veux, donc moi, il y avait pas mal de changements. Donc, il fallait que je quitte Paris, que je déménage à New York. Donc, changement de pays, changement de culture, changement d'environnement. Tout d'un coup, on se retrouve que à deux, en fait, pas de famille, machin, etc. Pas de boulot. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, honnêtement, moi, j'avais pas du tout l'idée de l'enfant en tête tout de suite.
C'est Je ne ça. me suis pas dit que j'allais y aller, il faut qu'on fasse un enfant tout de suite parce que j'ai voulu me préoccuper d'autre chose en priorité, en fait, quoi. Et comme moi, faire un enfant, je me suis jamais dit, mais alors vraiment jamais, Jenna, bah, ça m'a jamais traversé l'esprit que c'était quelque chose qui pouvait être compliqué. Parce qu'à l'école, on nous apprend comment faire les bébés, en fait. Donc, la formule est très simple. Euh, donc, moi, dans ma famille, personne n'a jamais eu de problème d'infertilité. C'est même l'inverse. Donc, moi, ça m'a jamais traversé l'esprit. Je me suis dit, bah, j'ai le temps, quoi. J'ai le temps, tant que je n'atteins pas 40 ans, voilà, quoi. Mm, Parce mm, que je mm. sais qu'à partir de 40, l'horloge commence à siffler. Mais je savais pas que ça commençait même bien avant. Donc, je ne me suis pas pressée. À côté de ça, mon mari, Jenna, bah, tu connais, moi, je t'ai déjà expliqué ça, hein. Donc, Karim n'a jamais été très, très enfant. Donc, moi, il me l'a dit dès le début, hein. Il m'a dit, bon, pour moi, les enfants, c'est pas trop mon truc. Donc, en gros, pour résumer, c'est, bon, bah, quand tu seras prête, on en parle. Et puis voilà, quoi. C'est ça. Donc lui, il n'était pas pressé de son côté non plus. Moi, pour les raisons que je viens d'expliquer, on venait de déménager, il y avait l'aspect professionnel, il y avait l'aspect adaptation, et puis il y avait même l'aspect couple, parce que comme je disais, pendant 2 ans, on était à distance. Donc c'est vraiment quand on a été mariés qu'on s'est retrouvés. C'est ça. Même si on avait eu beaucoup d'années de relation avant de commencer la relation à distance. Donc voilà, mais après qu'on soit mariés, donc c'est là vraiment qu'on a été ensemble, qu'on a vécu ensemble, etc., quoi. Donc il y avait beaucoup de choses en même temps, ce qui fait que c'est pas venu tout de suite. Donc c'est vraiment au bout de, on va dire peut-être 4 ans de mariage qu'on a décidé de se lancer. Alors comment ça s'est passé? On a commencé, bah donc naturellement, hein, on a essayé comme tout le monde. Et parce que si tu veux, quand moi j'ai voulu vraiment avoir un enfant, c'était très vite dans ma tête. J'étais devenue très impatiente. C'est venu d'un coup, je dis, moi je veux un enfant maintenant, donc voilà. Donc on a essayé pendant quelques mois, je dirais moins de 6 mois, à tout casser peut-être 3, 4 mois. Ça venait pas et ça m'a frustrée parce que je me suis dit, tiens, on m'a dit que dès qu'on arrête la pilule et qu'on a des rapports, bah, ça vient tout de suite. Je comprends pas pourquoi ça vient pas. Donc, tout de suite, j'ai pas voulu perdre de temps parce que j'avais déjà dépassé la 30 ans, quoi, de toute façon. Je me suis dit, attends, je vais aller voir un gynécologue et expliquer mon cas. Donc, je suis allée voir ma gynécologue qui m'a rassurée. Elle m'a dit, écoute, écoutez, c'est tout à fait normal. Vous venez d'essayer, ça fait que 3, 4 mois. Elle dit, non, moi, je vais vous faire des examens, mais je vois aucun problème. Pour l'instant, je vous suis depuis que vous êtes aux États-Unis. Je ne vois aucun problème. Bon, si vous voulez, je vais vous faire d'autres examens. Mais pour moi, il n'y a rien d'alarmant. Elle m'a dit, tant que vous n'essayez pas pendant 9 mois sans succès, après, vous revenez nous voir, on pousse les examens et vous essayez encore pendant 3 mois. En gros, tant qu'on n'essaie pas pendant un an sans succès, C'est ça. eux, les gynécologues, ils considèrent qu'il n'y a aucun problème. D'accord. Donc, je dis, bon, ok, elle m'a rassurée, donc elle m'a ramenée chez moi, en fait. Donc, on est reparti, on a continué à essayer pendant plusieurs mois. Et comme je voyais que ça marchait pas et qu'en repartant chez elle, elle allait me dire de continuer encore, de pousser jusqu'à un an, moi, je me suis dit, franchement, c'est hors de question, quoi. Je vais essayer d'aller voir un gynécologue qui est un peu plus agressif. C'est ça. Et une amie m'avait conseillé de voir des gynécologues hommes parce qu'ils ont une approche un peu plus différente. Les femmes sont un peu plus douces, elles vont être dans le côté naturel. Allez, faut essayer, faut essayer. Et là, une amie m'a dit, écoute, va voir un gynécologue homme. Moi, je le connais, il est très bien, il sera plus agressif. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, je suis allée voir ce gynécologue-là. Je lui ai expliqué mon cas. Il m'a dit, écoutez, vous avez 30 ans passés. On va pas vous donner le temps qu'on donne aux femmes de 25 ans. C'est ça. Essayé pendant 9 mois, 12 mois, 18 mois. Il m'a tout de suite mis sur un traitement. Donc, c'est un traitement médicamenteux. Donc, c'est des comprimés, en fait, qu'on donne dans un premier temps. Donc, c'est pour aider, en fait, à stimuler les ovaires, pour que les ovaires produisent plus d'ovules que la normale, en fait. Parce qu'en temps normal, en tant que femme, on a tous un œuf qu'on produit tous les mois. Et quand cet œuf est fécondé, ça devient un enfant. Et parfois, cet œuf se divise et ça devient des jumeaux. C'est ça. Moi, le comprimé qu'il m'a donné, c'est pour que je produise plus qu'un seul, un seul œuf. Donc, en général, on en produit 3, 4, voire 5. C'est pour augmenter les chances, en fait, de tomber enceinte. C'est ça. Donc, il m'a donné ce comprimé. Il m'a dit, écoutez, on va essayer ce comprimé-là. Vous allez le prendre, on va essayer sur 3, 4 cycles. Donc, ça fait 4 mois. Si ça marche pas, on en reparle. Mais en général, s'il y a vraiment aucun problème chez vous, comme chez votre mari, bon, bah voilà, ça devrait marcher. Donc, il m'a donné le traitement. Donc, c'est un traitement qui est pas trop difficile à supporter. C'est des comprimés qu'on prend pendant environ une semaine et après, ça fait grossir les ovules. Et puis, on vous dit, le médecin vous dit, bon, bah voilà, tel jour, vous allez ovuler. Donc, les quelques jours avant l'ovulation, pendant l'ovulation et après l'ovulation,
On veut que vous ayez des rapports avec votre époux. Donc, non, non-stop, en fait. C'est très calculé. On devient un peu comme comme un peu des machines. Voilà. On vous dit tel jour et des rapports. C'est chaque 2 jours, en fait. Ok. Donc après, on repart voir le médecin et puis ils font faire un test de grossesse pour voir si ça marchait ou pas. Donc moi, j'ai fait ça, j'ai fait 3 cycles, rien, ça n'a pas marché. Je répondais très très bien au traitement parce que les ovules grossissaient, ils les voyaient, j'en avais plusieurs, mais pas de fécondation, donc pas de grossesse. Après, le médecin a dit bon, on va faire une dernière fois et on va tenter parce que tu réponds quand même bien au traitement, donc essayons. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Je me remets encore sur le médicament, catastrophe, ça ne marche pas du tout. Et donc là, il me regarde, il me dit, écoute, moi je t'ai dit, je ne veux pas, bon, il me vous voyait, hein, il dit, je veux pas que vous perdiez du temps, donc on va arrêter le traitement, là, passer à l'étape supérieure, où c'est des formules agressives. Donc là, vous allez voir, je vais vous recommander à des médecins qui vont vous faire des techniques en français, donc ils appellent ça PMA, Ok. procréation médicalement assisté. Assisté, c'est ça. Et je le regarde, je dis, c'est quoi ça? Il me dit donc c'est des traitements plus agressifs. Donc il y a la fécondation in vitro, il y a l'insémination artificielle. En fonction de votre cas, votre médecin, le médecin que je vais vous recommander, vous dira ça. Quand il me dit ça, moi dans la tête, je me suis dit non mais c'est pas vrai quoi. Donc là, il est en train de me dire qu'en fait mon cas est désespéré. Donc il est en train de m'envoyer vers des spécialistes, des cas désespérés quoi, parce que la fécondation in vitro, j'en avais entendu mais brièvement quoi. Tu sais, Djenaba, c'est comme tout, hein, quand ça t'arrive pas, tu t'intéresses pas plus que ça, quoi. Donc moi, tu parlais de ça brièvement, mais je savais que c'était vraiment pour les femmes qui pouvaient, mais vraiment pas avoir d'enfants, quoi. Donc c'est vraiment la solution de dernier recours. Et là, quand le médecin, il me dit ça, je le regarde, je m'effondre, je commence à pleurer, parce que je me suis rendu compte que là, vraiment, c'était grave, en fait. Je commence à pleurer et je sors de son bureau, je lui dis même pas au revoir, je claque la porte. Je sors en catastrophe, je pleure, je monte dans le métro, je pleure. Je me rappelle, il y a des gens même qui me disaient, ça va, tout va bien. J'ai dit, oui, oui, ça va, ça va. Et je pleure, je pleure, je pleure. Et puis, donc là, je rentre, donc j'explique donc à Karim, à mon mari, voilà, le médecin, il dit qu'il faut qu'on aille voir un spécialiste et tout. Et puis, j'étais en pleurs, quoi. Et lui, il est d'un naturel, excuse-moi, le temps est compliqué aujourd'hui. Non, C'est non. les mots. Il est d'un naturel très calme et tout, donc lui, il panique jamais. Donc il m'a dit bon bah ok, bon bah voilà, il faut qu'on aille voir, c'est qu'il y a encore des solutions, C'est ça. on va aller voir un médecin. Je dis ok. Donc le lendemain, donc parce que quand je suis sortie de chez les médecins, les infirmières m'avaient vu pleurer et le médecin aussi quoi. Mais et le lendemain, ce médecin il m'a appelé, il m'a dit je sais que vous êtes partie, vous étiez en pleurs, mais je veux vous rassurer, c'est pas que votre cas est désespéré, mais c'est que vous avez besoin d'autres méthodes que moi je peux pas vous donner. Et au lieu de vous faire perdre du temps, je préfère que vous commenciez le traitement là tout de suite parce que c'est un traitement long, euh, ça marche pas forcément du premier coup. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut y aller maintenant, faut pas perdre de temps, en fait. Parce que vous n'avez pas encore 40 ans, donc voilà. C'était en quelle année ça, Justine? Excuse-moi de te couper. Donc, ça, c'était en mi-2019, l'été 2019. Ok. L'été 2019. Donc voilà, donc nous voilà, on va voir ces médecins, donc spécialisés de tout ce qui est infertilité. Donc on va voir le médecin. Donc ce qui est très bien ici, c'est que c'est pas comme parce que je sais qu'en Afrique en général, quand il y a des problèmes d'infertilité comme ça, on met tout de suite sur la femme. On dit que c'est la femme qui a le souci, etc. Alors que parfois ça peut venir de l'homme. Hein. Tout à fait. Nous ici, dans notre cas, ils nous ont pris en charge tous les deux. Ils ont fait les tests et chez mon mari et chez moi. Donc ils appellent ça les baselines. Donc c'est pour savoir chez qui, De qui vient savoir le problème, en d'où fait. vient le problème, quoi. C'est ça. Voilà. Donc nous, ils ont regardé, a priori, ils n'ont pas tellement vu de problème. Ils n'ont rien vu chez mon mari. De mon côté, ils n'ont pas vu de problème grave. Ils m'ont dit que j'avais certainement un peu de PCOS, donc syndrome des ovaires polykystiques. Je sais plus comment on appelle ça. Donc c'est des gens qui, en fait, je produis beaucoup d'œufs, en fait. J'en ai beaucoup plus que la normale. Et comme j'en produis beaucoup, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la place dans mes ovaires, ils n'ont pas assez de place pour grossir, ils restent tout petits. Les ovules ne grossissent pas, ça peut pas être fécondé et devenir un bébé, en fait. Donc moi, j'en ai beaucoup trop. Donc ils ont vu ce problème-là, mais ils m'ont dit, bon, ça devrait pas vous empêcher de tomber enceinte, en fait. Ça se traite, tout ça, mais c'est pas ça qui devrait vous empêcher de tomber enceinte. Donc, en tout cas, de fil en aiguille, ils ont fait plein de tests. Vraiment rien vu de grave. Et là, le médecin m'a dit que moi, ce que j'ai, ça s'appelle une infertilité inexpliquée.
donc ils savent pas d'où ça vient. En général, les femmes qui vont là-bas ont des problèmes de fibrome, ont des endométrioses, ont des problèmes de trompe bouchée, ou alors c'est l'homme qui a un problème au niveau des spermatozoïdes, des choses comme ça, mais nous, rien. On dit, bon, bah voilà, c'est une infertilité inexpliquée. Là, le médecin a dit, bah écoutez, là, comme votre mari n'a aucun problème, donc on va pas vous demander de faire l'insémination artificielle. Parce que l'insémination artificielle, en fait, c'est qu'on récupère le sperme de l'homme et on l'injecte dans le ventre de la femme. Quand les hommes, en fait, ont des problèmes de production de spermatozoïdes parce que les spermatozoïdes sont trop lents ou ils sont défectueux, donc naturellement, ils n'arrivent pas à atteindre le col de l'utérus, en fait. Ils les récupèrent et puis ils les mettent dans le ventre. Mais ils m'ont dit, comme votre mari n'a aucun problème, vous, on va vous faire une fécondation in vitro directement. Je dis OK. Et je dis donc là c'est quand vous me retirez les œufs et tout ça et vous mélangez le spermatozoïde et après vous mettez tout ça dans mon ventre. Le médecin me dit c'est ça. Il dit mais c'est un peu plus compliqué que ça. On va vous donner des médicaments pour vous stimuler les ovaires, comme les comprimés que vous avez pris, mais sauf que cette fois-ci c'est très agressif. C'est des injections. Ça va vous stimuler de manière très très forte. Vous allez produire beaucoup plus d'œufs qu'avec les injections. Et pour donner un exemple, qu'avec les comprimés, avec les comprimés, comme je disais tout à l'heure, c'est 5 ovules maximum. Là, les injections, on parle de 15, 20, voire même plus. Moi, quand ils m'ont stimulé, à chaque fois, je produisais près de 30 œufs, en fait. Donc voilà. Donc, j'ai commencé ce traitement-là et on en a fait plusieurs, parce que ce qui se passe, c'est on vous stimule les ovaires et après, on vous demande de venir, on vous retire les œufs. Mais ils retirent le spermatozoïde du conjoint, ils mélangent ça avec les œufs en laboratoire et ça devient un embryon, ça devient un petit bébé en fait. Ça, ouais. Après, ils prennent les enfants là, le bébé et puis, ou les bébés et puis mettent ça dans votre ventre. C'est ça. 2 semaines après, vous faites un test de grossesse pour voir si l'embryon s'est accroché et si c'est devenu un enfant, si vous êtes enceinte. C'est ça. Voilà, et si ça marche pas, bah rebelote. Voilà, nous on a commencé ça, c'était, je me rappelle, c'était fin 2019, j'ai eu mon rendez-vous pour commencer début 2020. C'est ça. Et entre le jour où je devais commencer, le traitement même Covid a commencé. Le médecin m'a appelé, m'a dit, on peut pas commencer le traitement. Je dis, mon Dieu, c'est pas possible. Je me souviens, ouais. On avait parlé ce jour-là en plus. Et le médecin me dit, en plus, là, on n'a pas assez de données statistiques sur les impacts de Covid sur les embryons, donc je ne peux même pas vous donner de date sur quand est-ce qu'on peut reprendre votre traitement, quoi. Donc on est resté comme ça. Dieu merci, ça n'a duré que 2-3 mois. Après, donc on a vraiment commencé le traitement, donc ils m'ont mis sous injection. Alors, ce qui se passe, c'est que ici aux États-Unis, parce que les injections, c'est tous les jours. C'est tous les jours et c'est plusieurs injections par jour. Donc il y a des injections dans le ventre, il y a des injections au-dessus de la fesse, dans le bas du dos. Donc ça, c'est des injections intramusculaires. Donc c'est des grosses aiguilles en fait. Et ce qui est dans le ventre, c'est des plus petites aiguilles. Et donc ici, ce qui se passe, c'est que on apprend au conjoint à injecter en fait l'épouse pour éviter qu'on doive aller à l'hôpital chaque jour en fait, parce que c'est pénible avec le boulot, tout ça, c'est pas possible. Donc ils ont montré à Karim comment mélanger tous les médicaments. Il était devenu vraiment un infirmier, quoi. Donc c'est lui qui m'injectait en fait. Tous les jours, il m'injectait. Et c'est pas évident, hein. C'est des médicaments qui sont très lourds. Les injections, ça fait mal. À un moment donné, on se retrouve avec des bleus partout sur le ventre et au-dessus des fesses. Karim, je me rappelle, à un moment donné, il me disait, ma chérie, je ne sais même pas où t'injecter. Il y a des bleus partout. Je sais même plus où piquer, quoi. Ouais. Donc ça fait très mal et en plus plus on te stimule les ovaires, plus les œufs grossissent dans le ventre, ton ventre il enfle, toi-même tu enfles, tu grossis, tu prends du poids, il y a de la rétention d'eau, tu as mal au bas-ventre, l'humeur ça change parce on envoie plein d'hormones en fait en même temps, un cocktail d'hormones. Tu t'énerves pour un rien, tu pleures pour un rien, tu es toujours agressive. Enfin, ça joue sur tout, quoi. Comme si tu étais enceinte ou tu étais en PMS constamment, quoi, en fait. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, on a fait tout ça. Premier round, on y va. J'ai beaucoup d'œufs, etc. On me retire les œufs. On réussit à avoir des embryons. Ils font les tests sur les embryons pour essayer de maintenir que ceux qui n'ont pas d'anomalie au niveau des chromosomes. Donc, ils me remettent ça dans le ventre. Ça ne marche pas. On a fait plusieurs cycles comme ça. On en a fait plusieurs. On en a fait en tout. Je pense que au total, entre 2019 et aujourd'hui, on en a fait, je pense, 5. Oh, wow. Sur les 5, il y en a un qui a marché.
J'ai réussi à tomber enceinte. On m'avait mis 2 embryons dans le ventre. J'ai réussi à tomber enceinte, mais ça s'est terminé par une fausse couche. Donc, je suis tombée enceinte, tout allait bien. Je suis allée voir le médecin. Je me rappelle, horrible. On allait voir le médecin. Le médecin regardait, il fait ah, il voyait le battement du cœur. Tout se passait bien en fait. Mm, Il a dit ah, ça va. Et même le personnel médical était tellement content pour nous parce que c'est-à-dire l'hôpital était devenu ma deuxième maison en fait. tout à fait. Tous les matins, moi je suis à l'hôpital pour faire des prises de sang parce que quand on fait ce genre de traitement, tous les contrôles se font par le sang en fait. Donc on est obligé d'aller à l'hôpital. Si c'est pas tous les matins, c'est tous les 2 jours. Prise de sang, prise de sang, prise de sang. Donc, au bout d'un moment, les infirmières deviennent même ta famille. Le médecin devient ta famille. En fait, tout le monde te connaît, en fait. Et quand nous, on a eu tellement d'échecs, parce que nous, c'est pas courant, en fait, notre cas, ce genre d'échec-là. On a eu tellement d'échecs que finalement, quand ça a marché, mais tout le monde était soulagé pour nous. Le médecin même était tellement content, tellement content. Donc, on a fait l'échographie, on voyait l'embryon. Il y en a qu'un seul qui avait survécu. On voyait l'embryon, le battement du cœur, et il a dit, franchement, ça va, tout va bien, on va juste continuer à surveiller et tout. Et pas de problème, donc il me dit ça. Quelques jours après, une semaine après, je vais faire ma séance d'acupuncture et tout, parce que c'est très recommandé quand on fait la FIV ou quand on est enceinte, etc. Ouais, ouais, ouais. Entrant chez moi, je commence à sentir une douleur comme pas possible dans le métro. Je dis, c'est quoi ça? C'était pas un mal de ventre habituel. Je dis, c'est bizarre, j'ai trop mal au ventre. Le temps que je sors du métro, que j'arrive en bas de mon immeuble, je n'arrive plus à marcher. J'étais pliée en quatre. Je dis, mais pourquoi j'ai mal au ventre comme ça? Je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Et là, je monte chez moi, j'ouvre la porte. J'ai vu mon mari était sur l'ordinateur. J'ai dit, Karim, j'ai mal au ventre. Et j'ai couru dans les toilettes. Tout de suite, le réflexe, je suis arrivée dans les toilettes et tout de suite, j'ai descendu le pantalon pour voir s'il n'y avait pas de sang, en fait. Et puis là, bon, je vous épargne les détails, mais je descends le pantalon et il y a tout qui sort, en gros. Je commence à saigner non-stop. Je dis, mon Dieu, je suis en train de faire une fausse couche. Mon Dieu, mon Dieu. Donc voilà, j'ai eu cette fausse couche-là. Le médecin a tout fait pour essayer de rattraper. Il n'a pas pu. Euh, donc voilà, j'ai eu cette fausse couche. C'était un peu traumatisant. Mm. On est allé à l'hôpital. C'était la période de Covid. Ils n'ont pas laissé Karim rentrer avec moi dans la salle. Donc j'étais seule dans la salle et tout. Et enfin, c'était vraiment un épisode vraiment horrible. Ouais. Donc voilà, j'ai fait cette fausse couche là. Et puis après, j'ai tout arrêté. Parce que j'en pouvais plus, quoi. J'ai dit, déjà avec la fausse couche et puis le traitement, j'ai tout arrêté. Et après, on a repris encore et jusqu'à aujourd'hui, on est dessus, ça n'a pas marché. Mhm. On est toujours dans la bataille, en fait. Ouais, ouais. Donc, Le- jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Mais ouais, non, mais je me souviens même de la fausse, justement parce qu'on s'était parlé quand tu étais à l'hôpital, du coup, et tout. Ouais, Donc, ouais. je m'en souviens et tout. Et puis, moi-même qui ai fait une fausse couche, donc je me souviens, ça m'avait bien, ça m'avait vraiment fait quelque chose parce que ça m'avait ramené au même truc que moi quand j'ai fait ma fausse couche et tout. Donc, Ouais, ouais, ouais. donc, Et quand c'est des choses, il faut le vivre vraiment pour comprendre. Moi, j'avais jamais vécu ça. Et je me rappelle, il y a un truc qui m'avait marqué, c'est que quand ça a commencé à la maison, je disais à Karim, je dis, c'est parce que ça sort, tout sort en fait. Je dis, je vais remettre dedans. Je dis, c'est pas possible. Quand j'ai l'impression que j'étais en train de rêver, je dis, c'est pas possible. Ça peut partir quoi, ça peut pas partir. Donc je mettais tout dedans. Enfin, c'est horrible quoi, non, horrible. tu fais des choses, en fait, tu t'en rends pas compte, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ça, tu es comme, tu te dis, mais genre, en fait, oui, tu es comme dans un rêve, en fait, et tout. Oui. Et, Et et, je me dis, mais c'est quoi ce cauchemar-là? Il y a 4-5 jours, mhm. le médecin me disait que tout allait bien. Ouais, ouais. Tout allait tellement bien que j'ai même, Jenna Bato, je te l'avais même annoncé. Oui, oui, Tu bien sûr. vois? Mhm, C'était au tout début, bien sûr, et tout. J'ai pas dit à tout le monde, mais toi, je te l'avais annoncé, les gens très proches, mm, je mm, l'avais annoncé parce que bon, je me dis, bon, voilà, ça allait, quoi. Personne n'était alarmé, quoi, tu vois. Même si le médecin disait, bon, c'est quand même le début, il faut faire attention. mm, 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 Voilà, mm. etc. Mais, Mais tu donc as 8 voilà. semaines quand même, ou 6 semaines, si je me souviens bien. Ouais, ouais, ouais. C'était 6 semaines, mais 6 semaines, je sais pas en temps normal quand c'est les trucs naturels, c'est pas plus en fait, parce que la manière dont ils comptent quand c'est les gens qui font la FIV, C'est les ça, c'est pas pareil. naturels, c'est différent. Donc je pense qu'en temps normal, c'est pour les trucs naturels, ça serait peut-être plus en fait, Oui, tu oui, vois. oui, je me souviens parce que c'était Ouais, l'équivalent de 8 semaines, et puis en fait, toi, ouais, c'était un truc, ouais, 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 ouais. effectivement. Mais Donc, ouais, non, je me souviens. Et en fait, c'est vraiment parce que la FIV, là, en fait, que
Tu as fait je suis vraiment contente que tu aies vraiment expliqué ce que, c'était les piqûres qu'on te fait et tout, parce que genre je bah, j'ai l'impression aussi c'est quelque chose qui est beaucoup banalisé et tout, où les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est une fécondation in vitro, quoi. C'est vraiment difficile et moi, effectivement, pendant longtemps, c'est quelque chose que je considérais comme, c'est je ne peux pas avoir d'enfant, je ne peux vraiment pas avoir d'enfant. C'est vraiment Mmh. pour ça que, ben, comme toi, en fait, tu vois? Oui, Donc dernier effectivement, retour. Mmh. c'est ça, si moi j'avais, parce que moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on était à Montréal, je suis allée dans une clinique, de fertilité parce que justement, je voulais faire des tests pour savoir ce qui se passait parce que je ne tombais pas enceinte et tout et puis, et bien entendu, ça commençait à me stresser, quoi et tout et ça, ben, ça, c'était en 2015 et moi, je me souviens, bon, comme, Karim, hein, Rachid très, serein, genre, il y a rien qui le qui le C'était stresse. vrai, oui. C'est Mmh. ça, très, et donc il disait: «Non, mais on a le temps, on a le temps, on a le temps» et moi, je lui avais dit mon cut off, c'était vraiment 2020, quoi. 2020, si on retournait, faire des tests et tout parce qu'on avait fait tous les 2 des tests à Montréal juste avant de déménager ici et tout semblait normal, quoi et tout. Mais bon, on te dit: «C'est normal, mais il y a rien qui vient». Donc tu es là, tu es frustré, en fait et tout. Oui, oui, Temps et c'est pas comme si entre-temps tu es là, tu vis en société et nous on vient de cultures où, le pour nos parents là, quand tu te maries, c'est parce que tu dois faire enfant. Tu bien sûr, tu peux pas dire tu t'es marié et puis tu es là et puis vous vous regardez genre, c'est ça. hein? C'est Tu ça. planifies, il y a même pas de planification. Tu te maries, tu es censé enchaîner, quoi. Oui, non, que dès que tu te maries, vous n'avez moi je me souviens ma belle-sœur qui vient de se marier là, à la mosquée, les gens je te jure, mais malheureusement, tu es pas venu et tout, mais je te jure, Oui, à la mosquée, les gens étaient en train de dire: «Ah oui, mais» ils disaient au mari: «Ah oui, mais quand tu fais ton travail ce soir, hein, et tout, parce que voilà, maintenant là, c'est fini, hein, et tout», ou il y en a qui disaient: «Ah moi, je veux un homonyme, moi je veux ci, moi je veux ça et tout». J'étais: «Beh, déjà sortez de l'intimité des gens». Je veux dire, voilà, c'est comme s'ils vont avoir des rapports en face de là, ouais, oui, c'est oui, oui. c'est des trucs Parce qui que moi, je me rappelle, déjà avant de me marier, moi déjà j'avais la pression. Ma mmh, sœur s'est mariée et je ne me suis pas mariée, on va dire tôt, on va dire ça comme ça. mmh, Euh, Même si moi j'estimais que c'était pas tard, hein, mais des gens me disaient, tu te maries quand? Tu te maries quand? Tu te maries quand? mmh mh, Je suis mariée. Après, je me rappelle, ma mère n'arrêtait pas de dire, «Eh, faut te dépêcher, hein, parce que toi, on te connaît dans la famille, c'est toi qui aimes tout calculer». Parce que tout le monde sait que moi, mmh je planifie tout. c'est ça. J'organise ma vie, est très organisée, machin, etc. Donc ma mère avait vu le truc venir. Elle s'est dit, celle-là, là, elle va aller aux États-Unis, elle va commencer à dire, elle va attendre, Mmh, faire ça d'abord avant de tomber enceinte. Donc ma mère n'arrêtait pas de me dire, eh, dépêche-toi, 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 tu c'est vois. ça. Mmh. Et d'ailleurs, c'est à elle que j'ai pensé en premier quand j'ai vu que je n'arrivais pas Mmh mh. à tomber enceinte. Je dis, si j'avais su, Mmh. j'aurais écouté ma mère. Si je pouvais revenir en arrière, j'aurais écouté ma mère. J'aurais écouté ma mère, j'ai parce que vraiment, ce que je suis en train de traverser là, je souhaite ça à personne. Je souhaite vraiment ça à personne, quoi. Tu sais, j'ai un peu banalisé certaines choses et pour moi, c'était comme une magie. J'allais appuyer sur un bouton, l'enfant allait venir, quoi. Tu vois, je m'étais pas imaginé que ça allait être compliqué comme ça C'est ça. et tout et vraiment, je me dis à chaque fois, si je pouvais revenir en arrière, Mmh. peut-être que j'allais toujours me planifier, mais j'allais faire les choses différemment. Il y a quelque chose, par exemple, que je regrette aujourd'hui, c'est quand j'ai déménagé aux États-Unis, je me rappelle quand j'ai trouvé mon premier job, il y a une fille, une collègue qui était qui était un peu plus âgée que moi, et on parlait d'enfants et tout. Elle me dit, ah, toi tu es mariée, donc tu peux avoir un enfant, tout ça. Je dis oui, oui, mais je dis mais on attend un peu. Elle m'a donné un conseil. Elle m'a dit, bah si tu n'es pas prête, congèle tes œufs. On est aux États-Unis, les œufs, ça se congèle, pardon. Et même si tu décides d'avoir un enfant dans 10 ans, voilà quoi. Ils peuvent décongeler et puis te faire une fécondation. Et quand elle m'a dit ça, je me rappelle, j'ai regardé la fille de haut, j'ai dit, mais d'où tu sors, toi? Elle dit, arrête de me raconter des conneries comme ça, congeler des œufs, fécondation in vitro. J'ai dit, c'est quoi ces conneries-là? J'ai dit, moi, il n'y a pas ça, hein. J'ai dit, moi, il n'y a pas ça chez moi, hein. Moi, il n'y a pas ça dans ma culture. Pas que congeler des œufs. Je l'ai prise de haut. Je l'ai pas dit ça, mais dans ma tête, c'est ce que je me suis dit, quoi. Tu vois? Mais avec le recul, je dis, j'aurais dû écouter la fille là. Mmh mh. J'aurais dû écouter la fille là parce que franchement, on sait jamais ce qui peut arriver dans la vie en fait. Faut pas être fermé à ce genre de solution. C'est vrai qu'on n'a pas été éduqué comme ça. Moi, franchement, si j'étais pas passée par ça, c'est des trucs qui me traversaient même pas l'esprit. Tout à Les fait. fondations là, je dis ah ça arrive aux autres, ça c'est les trucs des pays occidentaux ça. Ah oui, bien sûr, bien Mmh. sûr. C'est pas quelque chose à quoi tu penses et puis
Genre, comme on dit, par exemple, je sais pas si toi ça a été pareil, mais par exemple, moi, dès que j'ai eu mes règles, ma mère, c'était genre, tu vas tomber enceinte. C'est-à-dire, donc, dès que tu parles à On te dit même dès qu'un garçon te regarde, tu vas tomber enceinte. C'est ça eh, qu'on te dit. eh. Donc, quand on te dit ça, toi, tu n'as pas tu ne penses pas que, c'est Ça quelque va chose être qui peut, sachant compliqué. que quand je vois ma sœur, ma petite sœur qui s'est mariée, genre, bien après moi, mais elle, tu sais, elle a même pas réfléchi. C'était en mode, attends, je pense que je vais tomber enceinte. Et puis là, tiens, je suis enceinte. J'ai dit, mais, Tu vois? C'est ça, hein. C'est pas la plupart du temps, c'est ça. mais Après, il y a des exceptions. Maintenant, nous autres, là, on sait pas trop d'où ça oui, vient. Moi, il est arrivé un moment où je disais même à mon mari, je dis, j'aurais préféré qu'on me dise que j'ai une maladie grave c'est et que c'est à cause de ça que je n'arrive pas à tomber enceinte. Plutôt exact. qu'on me dise comme ça, non, monsieur n'a rien, madame a rien, mais vous n'arrivez pas à tomber enceinte. Je dis ça, c'est quelle sorcellerie, ça? Je te jure. Mais tu es obligé de penser à des Mais bêtises. oui, tu deviens parano, en fait. C'est ça, tu deviens complètement parano. Mais est-ce que, parce que je sais que bon, ça a été très difficile émotionnellement, mais est-ce que tu peux nous parler aussi un peu de comment tu le vis? Par exemple, je sais, par exemple, enfin, l'exemple que je dis, je sais que bon, autour de moi, ça a beaucoup parlé. J'ai eu des remarques, je veux pas dire les noms bien précisés de d'où ça venait, parce que bon, voilà, au cas où, mais j'avais plein de remarques, c'était des humiliations, c'était des remarques et tout. Et et toi-même le poids de la société parce que bon, moi ici, mais chaque fois qu'on rentrait là, c'était ah vous êtes mariés, ah mais il est où votre enfant? Et puis quand tu dis non, il y en a pas, et tous les gens sont comme ah donc vous aussi vous êtes là, vous n'avez pas d'enfant ou bien genre chaque fois qu'il y avait un baptême parce que chez disons quand Dans le des affaires sociales ou des choses c'est comme ça, ça. où même le frère de Rachid qui a eu des enfants et tout, et que l'enfant il faisait un baptême à la maison et que, tu sais, les amis de la famille venaient et tout. Et tout le monde s'attendait, ah, c'est l'enfant de Rachid. On disait, non, c'est pour l'enfant de truc. Donc, et à chaque fois, les gens, tu vois, quoi. Donc, c'était vraiment, donc, j'aimerais vraiment que tu parles aussi de cet aspect-là aussi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Alors, moi, on va dire que j'ai eu de la chance entre guillemets. Ça n'a pas été aussi intense que beaucoup d'histoires que j'entends autour de moi. Alors moi, au début, c'est surtout ma mère qui me mettait la pression. Mais elle, c'est parce que j'ai mis du temps à lui expliquer que j'avais des problèmes en fait à tomber enceinte. À partir du moment où je lui ai dit la vérité, elle a arrêté. Tu vois, elle a compris que c'est pas parce que je ne veux pas et que c'est pas parce que je remets ça plus tard, c'est parce que je ne peux pas. Après, elle m'encourageait, elle me faisait des prières, elle me disait, si Dieu ne veut pas te donner, c'est que c'est pas pour toi. Elle me rassurait, tu vois. Mais par contre, les rares fois où j'allais en Guinée, euh, à chaque fois, il y a forcément quelqu'un, des oncles ou des tantes, qui vont forcément te dire, ah, mais qu'est-ce que toi tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Au début, je disais juste, je suis pas prête. J'étais un peu gentille, tu vois. Je dis, je suis pas prête. C'est pour ça qu'on n'a pas d'enfant. On n'est pas prêt encore, mais ça va venir. Alors que nous, on avait déjà commencé notre bataille de la FIV et tout, tu vois. Mais je pense que c'était il y a un an. Quand je suis allée en Guinée, il y a un tonton, parce que moi, ma sœur a 3 enfants, et il y a un de mes petits frères qui a une petite fille, Antoine, que tu connais, qui a une petite fille et tout, tu vois. Et il y a un peu plus d'un an, quand je suis allée en Guinée, donc ma belle-sœur, donc la femme d'Antoine était enceinte, mais ils étaient allés en Guinée et tout, donc tout le monde avait vu ma belle-sœur, elle était enceinte et tout. Et moi, je suis partie juste après eux, et j'ai un tonton qui me dit comme ça, euh, toi là, en tout cas, ça fait longtemps que tu es mariée. Qu'est-ce que tu attends pour tomber enceinte? En tout cas, même ton petit frère, il va avoir un enfant, hein, parce que lui, sa femme est enceinte là. Ce jour-là, je pleurais, mais intérieurement, quoi. Tu vois, je me suis dit, parce que déjà, de un, je me suis dit, mais pourquoi les gens aiment appuyer là où ça fait mal? Tu vois, un couple, ils sont mariés depuis longtemps, ils n'ont pas d'enfants. Soit c'est parce que vraiment, 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 ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas, il y a un problème. Ou alors, ils ont décidé de ne même pas vouloir d'enfants. Et si c'est ça, ça se saurait. Ils t'auraient dit. Il l'aurait Donc, dit pourquoi depuis. insister comme ça jusqu'à aller me comparer jusqu'à mon petit frère? Je te dis. Pas pleurer devant lui, mais le jour-là, j'ai vraiment pleuré. J'ai vraiment, vraiment pleuré. Parce que ça m'a aussi rappelé que je dis, je te dis, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, hein. C'est même pas être aigri contre les gens, mais au bout d'un moment, ça te rappelle ta propre situation. Tu te dis, même mes petits frères sont en train de faire des enfants, moi je suis là, mais quand est-ce que Dieu va moi aussi me bénir, quoi? Bien sûr, bien Tu sûr. vois? Oui, La phrase du monsieur, ça m'a travaillé. Et quand le monsieur, il m'a dit ça, lui, par contre, j'ai perdu mon sang-froid. Je suis rentrée dans son paquet proprement, comme on dit en Afrique. Et t'as un tonton direct, hein? C'est direct, quoi. Je lui ai dit, excuse-moi, hein.
J'ai dit, je ne t'ai jamais manqué de respect. J'ai dit, mais plus jamais tu ne me répètes ça. J'ai dit, ce qui se passe entre ta femme et toi dans votre lit, je ne t'ai jamais posé de questions Voilà, dessus. J'ai dit, donc, ce qui se passe entre mon mari et moi, ne me pose jamais la question. c'est ça. J'ai dit, sinon, franchement, j'ai dit, là, je prends sur moi pour te parler correctement. J'ai dit, mais la prochaine fois que tu me dis ça, ça va très, très mal se passer. Vous allez venir faire réunion de famille sur moi ici. Parce que ce que je vais te sortir, toi-même, tu vas pas t'en remettre. C'est ça. Tu vois? Depuis ça, il a arrêté. Il a arrêté. Et je n'ai pas eu d'autres commentaires d'autres personnes. Je pense que les gens avaient compris d'eux-mêmes. Donc après, maintenant, c'est à chaque fois que les gens me voient, ah, on prie pour toi, on prie pour toi. Mais honnêtement, même ça, c'est agaçant. Oui, Prie pour moi, ne me le dis pas. J'ai pas besoin de savoir. tout à fait. Pas besoin que tu me rappelles tous les jours que je peux pas avoir d'enfant et que c'est bon. J'ai mes parents et mes amis proches pour ça, j'ai pas besoin que toi, là, à chaque fois que je te rencontre quelque part dans la rue, que tu me répètes ça. Tu vois? Donc c'est la seule attaque, on va dire, que j'ai eue par rapport à cet oncle-là. Mais je sais que ma mère, par contre, elle l'a très mal vécu. Elle me dit que, elle, à chaque fois qu'elle va dans des cérémonies ou des choses comme ça, elle sent des pics. Les gens lui envoient des pics, même de manière indirecte à moi, tu vois. Et au début, ça lui faisait mal, mais quand elle a compris que c'est parce que je ne pouvais vraiment pas avoir d'enfant, elle a commencé elle aussi à remettre tout le monde à sa place. Donc on a remis les gens à leur place en fait, et maintenant, petit à petit, maintenant ils ont arrêté de balancer des phrases du type tu attends quoi, c'est ceci, c'est ça, c'est plus bon, on va prier pour toi, bon, c'est mieux que ce qu'ils disaient avant quoi, tu vois. Et j'ai eu une chance, je pense, c'est que je ne vais pas souvent en Guinée. Mmh. Mon mari et moi, on vit aux États-Unis. Et on peut dire ce qu'on veut, hein. Mon mari n'est pas guinéen. Mmh. Je suis pas en train de mal parler des Guinéens ou quoi que ce soit. Chérie, faut pas le Mais parler. Ça, mon mari n'est même pas, il est africain par le sang parce qu'il a moitié ivoirien et ma moitié français, blanc, mais il a été élevé par sa mère qui est blanche, tu vois. Mais c'est pas pour son côté ivoirien. Donc, il a vraiment la culture française. Donc, il n'a pas cette mentalité-là parce que beaucoup de gens me disaient, si tu vivais en Guinée, là, ton mari, il aurait déjà pris une deuxième femme. Ou il t'aurait abandonné. J'ai entendu ça. J'ai entendu des trucs comme ça. Et il me dit, tu as la chance, tu vis pas ici. Tu vois, tu ne vis pas ici. Ton mari, voilà, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Et je leur dis, j'ai dit, moi, mon mari n'a pas cette mentalité-là. Il n'a pas cette mentalité-là. Il sait que je n'arrive pas à avoir d'enfants, mais c'est un combat, franchement, on le fait à deux. tout à fait. On le fait à deux. Il ne me néglige pas, on est vraiment ensemble, quoi. Pour le coup, lui, il est même plus à fond que moi. Lui qui n'était pas à fond pour les enfants avant, là, c'est lui-même qui est plus à fond même que moi. Quand je veux abandonner, c'est lui qui dit non. Je Vois? t'ai J'ai dit. dit, moi, mon mari n'est pas comme ça. J'ai dit, si vous, vos maris sont comme ça, j'ai dit, moi, non, Dieu m'a donné un mari, franchement, il n'est pas comme ça. C'est ça. Mais tu entendais ce genre de choses. Mais bien sûr, mais moi, j'ai une expérience personnelle. Ben, j'ai une cousine, justement, qui est en Guinée, là-bas, genre, elle, ça fait moi, elle s'est mariée attends, ça fait combien d'années qu'elle est mariée? Ça doit faire peut-être, près de 20 ans maintenant, hein, sans exagération et qu'est-ce que j'allais dire? Elle a une carrière, mais florissante, tu sais, une très bonne carrière et tout. Elle a son mari mais tiens-toi bien, je sais pas si je t'ai parlé d'elle en fait, mais Tu m'as raconté un peu une c'est histoire ça, comme mais que je t'ai dit, c'est son mari qui avait fait la green card, la loterie de green ça. card, Ah oui, eux et oui. tout, et c'est comme ça qu'ils ont eu la green card et tout, et que finalement ils ont fait les papiers, ils ont eu les papiers américains, mais elle est encore à Conakry et tout. Je donne pas trop de détails, de trucs, mais c'est ça quoi. Mais elle, c'est constamment, tu sais, Dieu merci, sa belle-mère, bon, est décédée maintenant, mais sa belle-mère ne la fatiguait pas et tout. Mais quand elle va dans les cérémonies, mais il y a pas tu sais, ses belles-sœurs même l'insultent dans son mais c'est ça mon père dit. Mon père dit: «Mais ce qui me fait mal, c'est que c'est des femmes même qui ne sont même pas allées à l'école et puis qui viennent genre Tu quasiment sens la morale comme ça, ridicule là, te quoi. casser ton Pourquoi? moral. C'est ça, parce qu'elle, elle est moins que parce qu'elle, elle n'a pas d'enfant et moi, c'est ça, ce culte de l'enfant là aussi qu'on a dans notre culture que je ne je c'est ce que Ah oui, mais si tu n'as pas d'enfant, c'est comme si tu n'es pas une vraie femme. Moi, par contre, ça, je le ressens. oui, Là, il y a pas longtemps, j'étais en Guinée pour le mariage de mon petit frère, comme tu sais. Tu vois? Et ça, je l'ai ressenti. Les gens ne m'ont pas fait de remarques, mais j'ai bien vu que j'étais pas traitée de la même manière, mmh en mh, fait. mmh. C'est-à-dire que la manière dont les gens se comportaient envers moi, c'est comme si moi, j'étais encore une enfant. C'est ça. Tu vois? Mmh, Parce je me suis dit, les gens là doivent se dire que moi, bon, comme moi, j'ai pas eu d'enfant. Donc, voilà, quoi, je suis pas une vraie femme, donc je mérite pas le même respect peut-être que d'autres personnes. Tu vois? Mais je l'ai ressenti. Au début, je me suis dit, c'est de la paranoïa, mais je dis, non, non, je vois très bien que les gens n'ont pas la même attitude envers moi, en fait, quoi, tu vois? Et ça, franchement, je l'ai ressenti. Ça m'a fait mal, mais bon.
Mais c'est ça, on a On me vraiment l'a pas dit directement, je dis: «Bon, voilà, quoi». c'est ça, oui, non, mais tant que personne vient te parler dans ton visage, mais on a ce culte de l'enfant là qui fait que, genre, comme tu dis, tu n'es C'est pas considéré marginalisé, ah, quoi, dans d'autres carrément marginalisé quoi et moi je trouve ça vraiment dommage parce que, moi personnellement, je me suis pas mariée pour avoir un enfant, hein. Je veux dire, oui, les enfants viennent, comme on dit, ça heu, vient compléter, ce que ça se enfin, c'est la exactement. pièce au puzzle qui manque, quoi, quand tu es dans le couple. C'est ça, mais c'est enfin, je pense que notre génération, les nouvelles générations en général, c'est pour la plupart, je ne veux pas généraliser non plus, mais pour la plupart, c'est pas ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en plus, bon, je pense nous, comme on est allés à l'extérieur, on allait étudier, on a trouvé d'autres cultures et tout et puis genre, par exemple, ma mère, j'ai jamais osé lui dire que moi je prenais la pilule, sachant que Oui, moi, j'ai commencé à prendre la pilule tôt parce que j'avais des problèmes, oui, d'irrégularité de règles des règles, oui, oui, mmh. et ma mère s'était battue contre ça et tout et donc finalement, genre je prenais un autre type de pilule là et tout, mais elle des trucs mais bon, quand je suis arrivée au Canada et que là finalement je suis allée voir un autre gynéco qui m'a dit: «Non, ben, faut prendre la pilule normale et tout». Ah, j'ai jamais osé dire à ma mère. J'ai dit: et puis donc du coup, quand même, elle l'a su après enfin je ne sais après combien d'années de mariage là, elle l'a su j'étais pas encore tombée enceinte et tout. Quand elle l'a su, elle m'a dit: «C'est pour ça que depuis tu n'es pas enceinte». J'ai dit: Ah, c'est ça, «Comme ça». Gna, ça, elle va gna, dire: «Ouais, oui». gna. Moi, dans ma tête, j'ai dit: «Madame, si tu savais». Parce Ça que là c'est pas les mêmes générations, c'est pas les mêmes mentalités, c'est non, c'est et pendant qu'on parle de pression, tu vois, Djenab, je viens de penser à un truc. mmh mh. Moi, par contre, là, je pense qu'il y a une des pressions qui est très difficile pour moi, mis à part le fait que je me dis, aujourd'hui, je suis tellement, en fait, démoralisée que je me dis, comme je t'ai même toi, ils m'ont parlé de ça même il y a quelques jours, je dis: «C'est comme si je me suis un peu résignée, j'ai l'impression que je vais jamais être maman». Donc je suis en train de me conditionner pour, limite. Mais ce qui me fait vraiment mal, particulièrement, c'est par rapport à ma mère Mmh. et aussi par rapport à la mère de Karim. Par rapport à ma mère, pourquoi? Parce que ma mère particulièrement, elle tient absolument à voir moi mon enfant. Mmh mh. Elle me le dit à chaque fois. Elle me dit, moi je sais pas combien d'années j'ai encore à vivre sur terre, Ghislaine. Elle dit c'est la seule chose qui me manque. Quand je vais voir ton enfant là, je peux mourir en paix. Mmh. Donc quand elle me parle comme ça, je sais qu'elle dit pas ça pour me mettre mal et tout, tu vois. Mais ça me pique d'une manière là. Ça me pique d'une manière. Je dis, le temps passe. Est-ce que ma mère va pouvoir voir, moi, mon enfant, et profiter même de l'enfant et tout? Parce que les parents vieillissent, Oui, tu elle vois? va pouvoir Inch'Allah. Et ça, c'est quelque chose qui me pique, mais, mais un truc qui me fait, cette pression-là, par contre, ça me fait vraiment, c'est moi-même qui me suis créé même cette pression, mais parce que je Mmh. sais que ça tient tellement à cœur, à ma mère et tout, ça me fait ça, c'est un truc qui me fait, mais vraiment, vraiment mal. Mmh mh, Et mmh la mh. mère de Karim, Karim est enfant unique. Tout à fait. C'est le seul enfant de sa mère, quoi. Donc, quand je pense à la mère de Karim aussi, je dis, mon Dieu, moi, au moins, ma mère, Mmh mh. elle a d'autres petits-enfants. C'est Mais ça. la mère de Karim, si Karim ne lui en donne pas, elle en aura pas, quoi. Mmh Tu mmh vois? mmh mmh. Donc, c'est vraiment, c'est tellement difficile, quoi. Donc, en plus de toi-même subir le truc, le fait de te dire que tu vas potentiellement jamais avoir d'enfant, l'impact que ça a sur ton couple, sur plein d'autres choses, on peut parler des impacts dans quelque temps, mais en plus de ça, tu te dis, mon Dieu, tu fais souffrir même les gens autour de toi, tes parents directs, quoi. C'est Tu ça, vois? c'est Même ça, s'ils vont pas se plaindre tous les jours, mais ça les affecte pratiquement presque autant que toi, quoi. tout à Tu vois? fait. C'est pour Donc, C'est 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 pour vraiment ça que moi difficile. ça m'énerve en fait toutes, ces femmes autour là qui font des remarques, genre offhand là, genre: «Ah, je» en pensant que genre elles te font ça à toi. Je dis: «Oui, elles te font ça à toi parce que bon, c'est truc». Mais je veux dire, elles savent pas toutes les personnes derrière toi qu'elles touchent en fait, parce que c'est Qui vraiment touche, ça oui. en fait. Parce Et que ce la que tu fertilité traverses, c'est ça. surtout. Tu Mmh peux mh. voir quelqu'un avec un sourire. Moi, il y a des histoires quand je raconte, j'ai des amis, qui me disent: «Mais mon Dieu, mais comment tu arrives à garder le sourire?» Il y a des choses qui me sont arrivées, c'est ça, c'est un truc de dingue, quoi. Il y a des moments, tu as des ups and downs, en fait. Et quand tu es down, mais tu es vraiment down, quoi. Bien sûr, Tu vois, tu as des idées noires, des machins. Et quand à ce moment-là, quelqu'un vient te faire une remarque, mais là, tu as envie de te tuer même en même temps. je te Tu dis: dis. mais c'est quoi cette méchanceté gratuite de remuer le couteau dans la plaie, quoi? Mmh, 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 mmh. C'est vraiment, les gens se rendent pas compte. Et un autre truc, le traitement, par exemple, il te fait grossir. Moi, à un moment donné, mais c'est-à-dire que c'est même pas que j'avais grossi, j'avais enflé même. Et je me rappelle quand j'allais en Guinée,
Peut-être même, ils m'écoutent là, mes frères et sœurs, eux tous se sont moqués de moi, mais je leur en veux pas parce qu'ils savaient pas. Moi, j'avais pas expliqué pourquoi j'avais vraiment pris du poids. Bon, je mangeais beaucoup aussi, hein, mais c'était pas que ça, tu vois. Mais le traitement te fait enfler, les traitements de fibres là, ça te fait enfler comme pas possible, tu vois. Et les gens, ils te regardent, ils disent, non. Et il y a même quelqu'un même qui a osé me dire, toi, tu grossis comme ça. C'est même pas comme si c'était pour une bonne raison, quoi. Et Oui, quelqu'un qui me dit ça. Pas comme si c'était pour une bonne raison. Genre, le jour où tu auras un enfant, tu peux au moins grossir, quoi. Mais là, c'est pas pour une bonne raison. Je te jure, mais c'est, c'est des trucs comme ça. Je dis, eh, Seigneur. oui, je Je dis, t'ai c'est pas mais grave. du coup, bon, comme tu disais, on va parler des impacts. Donc, est-ce que tu peux parler des impacts physiques déjà? Bon, tu en as parlé un peu comment ça te fait grossir, mais émotionnels, psychologiques, les impacts sur le couple, les impacts sur mais aussi surtout les impacts sur comment maintenant tu abordes, les questions d'infertilité, quoi. Alors, franchement, les impacts, c'est à plusieurs niveaux. Alors, l'impact physique, c'est tous les effets secondaires du traitement. Parce que on va le ressentir. On est tous différents, hein, mais tout le monde ressent ça d'une manière ou d'une autre. Tu vois, les effets secondaires du traitement, les douleurs, comme je disais, il faut se préparer et puis il faut être disponible même physiquement parce qu'il faut aller à l'hôpital. Si je te dis, si c'est pas à la clinique, si c'est pas tous les jours, c'est presque tous les jours. Et c'est des prises de sang. Au bout d'un moment, on va te prendre ton sang à tel point que tes veines enflent. Et ils sont obligés de piquer là où ça a enflé. Mais moi, des fois, j'allais à l'infirmerie, donc à la clinique pour faire ma prise de sang, mais je pleurais comme un enfant, comme une enfant. Je pleurais parce qu'il y avait nulle part où piquer en fait. Et au bout d'un moment, bon bah ils sont obligés de piquer. C'est horrible. Et je pleurais, mais le personnel médical super, ils ont l'habitude, donc ils te rassurent, etc. Mais il y a ça, tu te déplaces tout le temps, tu passes ton temps à l'hôpital. Il faut gérer les rendez-vous médicaux avec le travail. C'est On ça. sait que le travail, c'est compliqué. Mmh. Tu vois, là-bas, il faut que tu cours. On sait comment c'est en Occident ici. Bien sûr. Pas te permettre d'arriver en retard. Donc, tu cours, tu es entre la clinique et le boulot tous les jours, tous les jours, tous les jours. Entre ça, les injections, les prises de sang, etc. Donc, physiquement, c'est épuisant. Épuisant, épuisant. Et le traitement, tu as l'impression que ça ne finit pas parce que ça ne marche pas. Quand ça marche, ok. Mais échec après échec et tu continues, tu continues, tu continues. Donc, physiquement, tu es épuisé. Moralement, comme je dis, un des effets secondaires du traitement, c'est que ça te chamboule au niveau des hormones, en fait. Tu vois? Donc, ça te chamboule complètement. Tu n'es plus, c'est comme si à un moment donné, tu ne maîtrises plus ton corps, en fait. Tu vois? Tu maîtrises plus ton corps et ça impacte ton couple. Moi, je suis de nature déjà très colérique. Moi, de nature déjà, je suis toujours fâchée, je suis très susceptible. Mais là, c'était genre puissance 10, quoi. Et puis, à un moment donné, j'ai développé comme une forme d'aigreur vis-à-vis de mon mari. S'il m'entend là, il va rigoler peut-être. Il me désolé, hein, mais bon, j'ai développé comme une forme d'aigreur. Parfois, je le regardais, dans ma tête, je me disais, je te déteste à cause de toi que je n'ai pas d'enfant. Pourquoi? Parce que j'arrêtais pas de ressasser le fait que, au début, lui, il était pas très enfant, tu vois? Et je me dis, c'est à cause de lui, en fait. Si je l'avais pas écouté, tout ça, s'il m'avait pas influencé parce qu'il était pas très enfant, il disait d'attendre et tout ça, peut-être que si on avait commencé plus tôt, on serait pas dans cette galère-là aujourd'hui, C'est tu ça. vois? Mmh. Donc parfois, je suis là comme ça, je le regarde, je le déteste, quoi. Mmh. Ou je le déteste parce que c'est moi qui me tape tout le traitement. Surtout. Toi, tu ne m'aides pas, c'est moi qui fais tout le traitement. Alors que bon, la nature est faite de telle sorte que c'est nous qui nous tapons tout ça, quoi, tu vois? Mais je lui en voulais, quoi. J'ai dit, c'est moi qui me tape tout le boulot et lui, il est tranquillement à la maison. Tu vois ce que je veux dire? C'est normal, oui, oui. Mmh. Donc, ça crée des frustrations, des disputes, des machins. Et puis lui, il est en face, il sait même pas quoi faire, quoi, parce que qu'est-ce qu'il peut dire, quoi, tu vois? Donc il y a ça, ça impacte vachement le couple, ça impacte ta vie sociale. Moi, ça fait 3 ans, presque 4, c'est la quatrième qui va commencer, on va dire. C'est comme si ma vie sociale était limite entre parenthèses, parce que tu es complètement dépendant du traitement, en fait. Tu ne sais pas quand est-ce que le traitement commence exactement, parce que c'est en fonction de ton cycle. Et le cycle, moi, chez les gens comme moi qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, le cycle est aléatoire. Par le cycle, je parle de le début des règles, etc. C'est complètement aléatoire. Donc, on attend que ça vienne. Après, tu commences le traitement. Et une fois que tu commences, bah, t'es bloqué dans le pays. Tu peux pas voyager parce que tu peux pas te trimballer. Il y a tellement de médicaments que tu dois prendre. La plupart des médicaments doivent être dans le frigidaire. OK. Et c'est des aiguilles, des seringues, des machins. Tu peux pas te promener avec tout ça. Donc, il y a plein de voyages que j'ai pas pu faire. Il y a par exemple le mariage d'un de mes frères.
partie à cause de mon traitement que j'ai pas pu assister parce que j'étais en plein dans le traitement et je pouvais pas partir. Et puis il y a des moments où moi je sortais tout le temps avec mes collègues, mais j'ai arrêté tout ça parce qu'il fallait que je rentre à une certaine heure pour prendre mon injection parce que l'injection tu dois la prendre à 1 heure pile. OK. Vraiment tu dépasses ces 30 minutes de retard. Donc tu ne peux pas prendre le risque d'être en retard avec le métro ou le taxi ou quoi que ce soit. Donc il y a plein de choses que tu mets entre parenthèses comme ça là. Tu es complètement dépendant du traitement. Complètement, quoi. Tu vois? Tu peux pas bouger comme tu veux, tu peux pas voyager comme tu veux, tu es toujours en train de courir, toutes tes journées. Moi, mon calendrier, mais si je montre, je t'envoie une copie de mon calendrier, mais c'était, OK, 9 heures, injection numéro 1, 11 heures, injection numéro 2. Tu vois, comme ça, jusqu'à 5 injections par jour, et chaque injection a son heure. Et imagine, tu es au boulot, donc tu vas même aux toilettes pour t'injecter, mais c'est vraiment, c'est horrible. Donc, tu vois, et le dernier impact, c'est financier. C'est financier pour les gens qui passent par ce traitement-là aux États-Unis. Si j'ai un conseil à donner aux gens, il faut souscrire à une assurance parce que ça coûte très cher. La peau des fesses. Peau des fesses, Mais très la cher. peau des fesses n'est pas encore chère par rapport au Wallahi, je te jure. Je remercie le bon Dieu d'avoir fait en sorte que à chaque fois, pour chaque traitement, notre assurance a pu prendre une grosse partie en charge. Tu vois. Le reste, c'est nous qui avons payé, mais notre assurance a pu prendre une grande partie en charge. Parce qu'un traitement, pour donner un exemple, quand on a commencé à 3 ans et demi, là, un seul traitement, c'était $16 000 à l'époque. Maintenant, ça dépasse $20 000. Ça, c'est un seul traitement. Et imagine, faites le calcul, là, on en a fait 5, 6, enfin, voilà, quoi. C'est vraiment, c'est très cher. Donc voilà, tous les impacts, quoi, physiques, impact sur le moral, social, financier, sur le couple, et puis sur le boulot, le milieu professionnel. Et tout le temps en retard au travail, etc. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai des managers qui ont toujours été vraiment compréhensifs. Je leur ai dit la vérité, hein, parce que je savais que de toute façon, j'allais être en retard tous les jours. C'est ça. Donc voilà quoi. Mais en tout cas, j'espère qu'après avoir entendu ça, celles et ceux qui ne savent pas vont être plus indulgents et surtout, on va, arrêter les remarques, parce que, bon, on en parle souvent, hein, tu sais, au G5, on parle souvent du truc d'enfant. C'est parce que regarde moi, parce que ça le problème, c'est que ces remarques-là n'arrêtent jamais. Moi, ma fille, elle est là, elle a 2 ans et demi et il y en a une qui vient me dire la dernière fois: «Ah, faut te dépêcher, hein, sinon moi je vais arriver puis je vais te dépasser». C'est la course. Et parfois, les gens disent ça, ils le disent même pas. Eux, ils pensent que c'est pas méchant. Mais c'est pas la course. Je dis ça je le dis tout le temps. Je dis: «Si nous toutes, on pouvait se donner des enfants là, on allait se donner des enfants». Je te jure. OK? Donc quand tu vois quelqu'un qui n'arrive pas à avoir d'enfant, même si mais en fait, le truc, c'est que disons même tu ne connais pas la situation de la personne. Tu arrives, tu vois la personne parce que moi, j'ai une autre copine, très proche aussi, qui a fait, de l'infertilité après son premier enfant parce que ça aussi, ça existe. Tu peux avoir un enfant, Mhm. assez facilement et puis Mhm. là, après, pour avoir un deuxième, il y a eu quasiment, combien d'années? 8 ans, si je me trompe pas, entre sa fille et son garçon. Ouais. Tu vois ce que Waouh. je veux dire? Et et bon, sans même aller loin, ma voisine ici derrière, c'est le même truc. Elle a eu un deuxième enfant, elle vient d'avoir un deuxième enfant, mais elle a eu 8 ans entre son truc. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a toutes sortes de cas. Il y en a qui tombent facilement enceintes et puis après tu te rends compte que ce que tu pensais de la maternité, c'est pas ça, parce que ça te rattrape, ma chérie. Non, mais c'est vrai. Il y a tu penses: «Oui, je tombe enceinte, gna 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 gna» et puis voilà, il y en a qui font des dépressions postpartum graves, il y en a qui restent même dans la dépression, qui font plein d'enfants. Il y a une qu'on connaît, personnellement, Ghislaine. Ouais, Je veux ouais, même pas je veux pas rentrer dans les détails, mais ouais, tu sais, tu vois de qui je parle. ouais. Et il y a qui ont des enfants il y en a qui ont des enfants difficilement, qui arrivent, qui se rendent compte que finalement c'est pas ce qu'elles voulaient de la maternité. Ou il y en a qui viennent, qui prennent, justement parce qu'elles n'ont réussi qu'à avoir un seul enfant, ça y est, c'est l'enfant roi. Tu sais, il y a toutes sortes de cas et c'est ça et chacune a son chemin, chacune a son expérience, chacune a son histoire, chacune a son vécu et donc en tant que femme, parce que moi je veux même pas parler des hommes, parce que il y a beaucoup de choses qui arrivent aux femmes là, c'est d'autres femmes qui viennent faire ça aux femmes. Tu vois ce que je veux dire? À part les hommes qui ont des caractères de femmes, faut pas Oui, parce qu'il y a ça aussi, c'est sûr. et les hommes qui mettent leur bouche dans tout là, je sais pas c'est quoi votre problème. Mais des femmes qui viennent et puis qui se permettent de faire des remarques parce qu'elles, elles sont tombées enceintes facilement, alors que et ça me fait penser même, je regardais
une émission justement, un documentaire, je sais même plus, c'était sur YouTube, mais c'était France 5, ou je sais plus quoi là. Et en ça m'avait vraiment marqué, c'est parce qu'il parlait de je sais même plus, mais c'était quoi le thème? Ça oui, c'est l'émission Ça commence aujourd'hui. Et j'aime beaucoup cette émission-là, je la regarde de temps en temps et tout, sur YouTube. Et justement, c'était, sur justement les différents types de maternité ou quelque chose comme ça. Et donc il y a une fille qui a eu un enfant, bah, parce que bon, c'est une fille Instagram, hein, je veux dire les réseaux sociaux, tu vois, un peu plus jeune que nous. Et elle, en fait, c'était parce que bon, c'est la mode, il faut avoir un enfant, aller montrer son bébé sur le net. Mais la fille, elle détestait son fils. Elle le supportait pas. Tu vois, elle arrive, elle le fout devant la télé parce que bon, voilà, colle-moi la et tout. Mais tous les jours, elle met des belles photos sur Instagram, tu sais, retouchées, tu sais, elle passe 1 heure à retoucher les photos. Mon fils, il est parfait, nanani, tu sais, elle le met quasiment en scène et tout. Il y a toutes sortes de trucs, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas parce que toi, tu as un enfant, tu es mieux que quelqu'un qui n'en a pas. Tu vois ce que Ouais, je veux dire? ouais, Et le truc, c'est que sachant ce et comme tu dis, en fait, c'est toi qui même si Karim et toi, vous passez dedans, vous vivez la même chose, vous ne vivez pas la même chose. Parce que c'est pas lui qui se fait piquer, c'est pas c'est lui ça. qui tous les jours, doit partager son temps entre l'hôpital et puis, le Oui, travail. le C'est pas travail, tout lui qui ça. a les effets secondaires émotionnels qui viennent donc le ressentiment même que tu as envers lui, c'est normal parce que vous passez à travers la même chose, mais vous ne passez pas à travers la même chose réellement. De la même manière, ouais, C'est ouais, ça, ouais. voilà, de la même manière. Donc c'est tout et donc c'est pour ça que c'est important d'être, tu sais, c'est ça, même quand la femme est enceinte, parce que et on parlait même ben, justement quand on parlait la dernière fois, c'est de ça, je disais Oui, que dans le Coran, là, c'est écrit que une femme, là, quand elle tombe enceinte, il y a une tombe qui est ouverte pour elle du début de sa grossesse c'est ça, hein. Ouais, ouais, jusqu'à ouais. 3 mois Jusqu'à après la son accouchement. mmh Parce que tu es entre la vie et la mort, tout peut t'arriver. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a toutes sortes de cas. Donc quand tu es enceinte là, ça ne veut pas dire que tu vas arriver, tu vas parce que moi j'ai connu une fille qui a fait, comment on appelle ça? Ah, what's the name? Genre, mort subite du nourrisson. Elle a eu son enfant, tout s'est bien, elle était à la maison, gna gna, voilà. C'est, mort subite du nourrisson et puis voilà. Il y en a, comme, l'autre dont on parlait la dernière fois qui tombe toute enceinte mais qui n'arrive pas à garder l'enfant. Tu sais, il y a plusieurs cas, il y a plusieurs cas. Donc vraiment, voir une femme et puis automatiquement parce que ça ne finit jamais. C'est si tu quand tu n'es pas marié, c'est quand est-ce que tu te maries? Quand tu es marié, Oui, c'est quand est-ce que tu as l'enfant? Quand tu as un quand est-ce ah, jamais, la jamais, jamais. et puis ces 2 garçons lui dit: «Mais quand est-ce que tu fais la fille?» Mais genre Je Ouais, non. Et c'est comme si je sais pas, c'est comme si parce que je me dis même les gens qui posent ces questions stupides là, mais qu'est-ce que ça leur apporte en fait? c'est ça, Je comprends même pas en fait. Qu'est-ce que ça change à leur vie? C'est pas comme si c'était des gens c'est ce que mon tonton là, je lui avais même dit ça. Je dis que j'ai un enfant ou pas, c'est toi qui vas t'en occuper. wallahi, Tu t'occupes même pas de tes propres enfants. C'est mon père qui s'occupe de tes enfants. tu vois ça? Ça c'est moi que j'ai un enfant ou pas, qu'est-ce que tu vas m'apporter dans cette aventure-là? Tu vois? Non, mais c'est vraiment les gens font des remarques à tort et à travers, et je pense que comme ils voient que tu mets un sourire sur ton visage, ils pensent que la vie est belle. Ils savent pas que c'est pas parce que tu souris. Quand tu souris, tu essaies de ne pas sombrer dans la dépression, C'est ça. juste d'avancer. Et c'est pas parce que la vie est belle et ça vaut pour tout. C'est même pas que pour des questions d'infertilité. Tu peux voir quelqu'un dans la rue, n'importe comment, la personne a l'air bien, mais derrière, tu sais pas ce que la personne traverse. Donc, il faut que les gens arrêtent, quoi. Il faut que les gens arrêtent ou les gens qui font les remarques sur quand tu fais des fausses couches. Ah, dis donc, c'était même pas un vrai enfant, ça. Ça, on a entendu ça aussi. Et Ah, il faut que tu fasses une émission sur les fausses couches d'Enaba parce que ça, là aussi, c'est vraiment quelque chose ah c'est un oui, sujet vraiment important, quoi. ah oui, non, mais bien sûr, Des bien sûr. remarques comme ça, là, c'était même pas un vrai enfant. Ah, dis donc, faut oublier ça. C'est vraiment, les gens, tu te dis, l'être humain, c'est comme s'il était mauvais, quoi. Non, mais c'est ça. En tout cas, c'est des gens qui sont, comment on dit ça? Sensibles et puis, comment on dit ça? Qui sont parce que des fois, il y en a, tu sais juste de la maladresse. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a quelqu'un qui veut tellement te réconforter qu'après ça devient maladroit. Ça, Oui, c'est oui, oui. fait, c'est avéré. Il y en a qui sont comme ça et puis, on le voit même dans la manière dont la personne le fait. Mais il y en a, tu vois, j'ai pas envie de dire que c'est intentionnellement méchant, mais c'est intentionnellement méchant. C'est Oui, oui. vraiment ça. Parce que vraiment, je pense, hein. Moi, je pense parce que je ne vois aucune raison derrière, en fait, si c'est pas ça. La remarque, quoi. Si c'est pas ça. Au lieu d'aider les gens, enfin, vraiment, moi, ça me dépasse, quoi. Ça me dépasse. Du coup, moi, je sais que, déjà, je partage, donc là, c'est la première fois, en fait, que j'explique, Mmh mh. mon histoire parce que je suis rodée maintenant. Je suis dans le process, j'arrive à maîtriser mes émotions un peu mieux qu'avant, même s'il y a des moments où c'est très, très difficile.
Mais sinon, avant, il y a que très peu de personnes même qui étaient au courant, dont toi et des gens très très proches, quoi. J'évitais même d'expliquer certains détails parce que je dis, si certaines personnes là, ils vont commencer même à te juger encore plus. Donc, j'ai limité les gens à qui je raconte mes histoires. J'ai appris à choisir mes amis et mon support système. Je sais les gens qui vont tout faire pour m'aider, quoi. Mm, mm, Tu mm, vois? mm, mm, Donc toi, bien sûr, tu en fais partie. Je ne sais combien de prières tu as fait pour moi. mm, mm, mm. Franchement, toi et même ta famille et tout, quoi. Donc franchement, j'en profite pour dire merci, quoi. Franchement, pour tout le soutien. Euh, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens comme toi, quoi. Enfin, j'ai mon petit cercle d'amis et tout. Ils se reconnaîtront quand ils vont écouter cette émission. Mhm. Mais les autres, là, franchement, les gens, vous ne savez pas, ceux qui écoutent l'émission, là, et qui aiment poser des questions stupides, là. Essayez de savoir ce qui se passe dans la vie des gens avant de leur poser ce genre de questions. Vous ne savez pas qu'en posant des questions comme ça, vous appuyez là où ça fait mal. Vous pouvez pousser certains dans le suicide. Vraiment. Vous savez pas ce que les gens traversent, Mm, tu vois. mm, mm, mm. Euh, Mais du coup, maintenant que comme tu dis, tu es rodé, que vraiment bon, ça fait 3 ans et demi, 4 ans que tu es dedans et tout, euh, quels sont, envie de dire les conseils que tu te ouais. donnerais à la Ghislaine qui commence ce processus-là, en fait? Ah, alors moi, le premier conseil, ça aurait été de me documenter. Parce que je me suis lancée dans l'histoire de FIV, là, en pensant que c'était, oui, c'est la solution de dernier recours, mais je me suis dit, ah, bon, c'est les Blancs qui ont inventé ce truc-là. Mhm. Donc, à tous les coups, tu vas avoir ton enfant. Voilà. Je me suis pas documentée, je Mhm. ne me suis pas, donc j'étais surprise, en fait, quand ça m'a attrapée, quand je me suis rendu compte de toutes les étapes qu'il fallait traverser dans le cadre de ce traitement-là. Je pense que c'est ça, même la désillusion, quoi, totale. Vois. Et le conseil que je donnerais, si je devais revenir en arrière pour toutes les personnes qui vivent ce truc-là, avant de faire ce traitement-là, renseignez-vous sur le traitement, discutez avec les médecins. Les médecins, en général, si vous posez la question, ils vont vous le dire. Parfois, si vous ne posez pas la question, ils vont pas vous le dire parce qu'ils ont peur de vous effrayer. Parce que c'est vrai que parfois, quand tu sais ce qui t'attend là, tu vas même pas te lancer. Ouais, mais si tu es du genre comme moi, c'est vrai que j'aime bien savoir ce qui se passe. Mais cette fois-ci, là, je me suis dit, ah, bon, ça va marcher, quoi. C'est un traitement qui coûte cher. Bon, c'est maîtrisé. Ça existe depuis je sais pas combien d'années. Bon, ça va marcher, quoi. Et je ne me suis pas documentée. Donc, j'étais très surprise. À chaque étape, je découvrais des nouvelles choses. J'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai dit, mais quand est-ce qu'on va s'en sortir? Quand est-ce qu'on va finir ce truc-là? J'ai dit, c'est pas possible, c'est pas. Donc, je dirais, le premier truc vraiment, c'est de se documenter, hein. Documenter et tout. Et quand vous vous lancez dedans, ne laissez pas les médecins tout faire. Renseignez-vous sur les traitements, sur le médicament, comment on le prend. Impliquez-vous. C'est Moi, il y a eu plein de trucs. C'est Karim et moi. Karim même s'est transformé en médecin. Mon mari s'est transformé en médecin. Parfois, il y a des choses, il disait au médecin, mais est-ce qu'il faut pas ajuster comme ça, comme ça? Faut s'impliquer, quoi. Dans le, ça aide un peu à traverser le truc, le traitement, quoi. Donc, moi, il y a ce conseil-là. Et le deuxième conseil, moi, je pense que, j'ai pas, j'ai perdu espoir trop vite, en fait. C'est vrai que je n'ai pas de success story à raconter, mais j'ai baissé les bras très, très souvent, en fait. Très, très souvent. Et dernièrement, ce qui m'a vraiment, vraiment aidé, mais vraiment, vraiment, c'est que j'ai commencé à prier plus souvent, en fait. J'ai commencé à prier plus souvent. Et à chaque fois que je prie, je dis à Dieu, je dis, Dieu, écoute, euh, tout le monde n'est pas fait pour avoir des enfants. Et là, je suis en train de faire tous les traitements possibles. Et les traitements, là, c'est toi qui as inventé les traitements, là, parce que le savoir-faire, là, c'est toi qui as mis ça dans la tête des médecins. Mais si tu penses que je ne suis pas faite pour être mère ou que je ne dois, pour X raison, parce que Dieu sait pourquoi il ne donne pas certaines choses à certaines personnes. On dit que quand Dieu te donne quelque chose, c'est parce qu'il sait que tu peux gérer. tout à fait, Il ne donne pas, c'est parce qu'il sait que tu peux pas gérer. tout à Donc, fait. je dis à Dieu, si tu penses que je ne peux pas gérer, tout ce que je te demande, c'est de m'envoyer des signes et Mhm, de me permettre de comprendre mhm. et de me dire qu'il faut que j'arrête de lutter comme ça, en tout cas d'un point de vue médical, que j'arrête de lutter, tu vois. Si maintenant tu penses que je dois continuer, envoie-moi des signes aussi, donne-moi la force et permets-moi de continuer de pas avoir des idées noires, parce que moi il y a des moments où j'ai beaucoup de moments de dépression en fait. Là je pleure en fait, toute seule, tu vois, et ça va vraiment pas, tu vois. Et maintenant je fais plus attention autour de moi, je vois des signes, c'est peut-être dans ma tête ou c'est peut-être la paranoïa, j'en sais rien, mais en tout cas moi j'y crois. Moi, je crois. Parce que j'ai remarqué à chaque fois que, par exemple, on avait des problèmes par rapport pour le financement de la FIV, à chaque fois qu'on se disait, l'assurance, l'argent de l'assurance est fini, il y a une solution qui apparaissait. C'est ça. Genre, mon mari, il a trouvé un nouveau boulot ailleurs et puis ils nous ont donné un package fertilité. Les choses se sont enchaînées de manière tellement smooth, tu vois, smoothly d'un point de vue financier. Je dis,
tu dis c'est Dieu peut-être qui est en train d'envoyer ça. À chaque fois, il y a une solution qui vient. Tu vois? Même si ça n'a pas encore marché, mais en tout cas, donc, ça me donne la force, en fait, de continuer. Je me dis, Dieu n'est pas prêt pour que j'arrête. Maintenant, le jour où Dieu va me faire comprendre qu'il faut que j'arrête, je vais arrêter. Et par exemple, je me suis dit, là, c'est la dernière ligne droite pour moi, pour les trucs de FIV. Si le dernier cycle là ne marche pas, j'arrête. Et je vais continuer la méthode naturelle. Si ça marche, ok. Si ça ne marche pas, c'est que Dieu ne veut pas que ça marche, quoi. Tu vois? Donc, donc c'est ça. Et puis, je pense, oui, comme je l'avais dit au début, j'aurais congelé mes œufs. Ça, vraiment, je reste là-dessus. J'aurais congelé mes œufs et je peux pas dire que j'allais faire mon enfant plus tôt parce que les raisons qui ont fait qu'on a attendu, c'était des bonnes raisons. C'était réfléchi, c'était pas sur un coup de tête. Donc aujourd'hui, ça serait facile pour moi de dire si je pouvais revenir en arrière, j'allais faire les choses plus tôt. Non, non, non. Je pense pas que j'aurais fait plus tôt, mais j'aurais congelé mes œufs pour garder ça en backup, quoi. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, moi, je suis d'accord avec toi. Un enfant, là, ça se réfléchit. On fait pas un enfant genre, ah oui, tu es marié, allez, viens, on va faire un enfant, là. Parce qu'un enfant, ça se réfléchit, ça se planifie. En tout cas, je suis complètement d'accord avec toi, d'avis avec toi sur ça, en fait. C'est pas, surtout que moi, je suis en plein dedans, là. Je peux te dire que si tu n'as pas réfléchi, tu n'as pas planifié ton enfant, ah, comment on l'appelle? De toute façon, tu connais, tu Ah connais oui, non, mais c'est vrai. la Et bonne. moi, je me dis toujours qu'un enfant, c'est une bénédiction. Oui, Mais faire un enfant, c'est aussi l'acte le plus égoïste qui existe au monde. bien sûr, Parce que deux personnes se mettent en couple et décident de créer un être humain qui n'a pas demandé à venir au monde. c'est ça. Donc, si tu fais venir cet être humain-là au monde, fais en sorte que l'enfant soit dans toutes les bonnes conditions possibles. Tout à fait, Parce que l'enfant n'a rien demandé, tout tu à vois. fait. Donc, Non, je suis vraiment, d'accord avec toi et vraiment, je pense que c'est, sur, ces derniers mots-là qu'on va conclure l'émission. oh, déjà, c'est vite passé, hein. Tu vu? Je t'avais dit que ça allait passer, ça allait passer. Mais en tout cas, vraiment, Justine, merci, hein, franchement, merci de t'être livrée. Moi-même, je pleurais ici, hein, je c'est pour ça, il y a des moments où Toi, tu as trop pleuré pour moi. Tu as déjà pleuré avant aussi. C'est bon comme ça. je je dis non, mais c'est parce que, parce que justement, je sais comment c'est difficile. Comme je dis, je ne suis pas dedans. Je vois comment c'est difficile et moi-même, tu sais, ça me remet un peu dans ma situation, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc parce que bon, c'est pas comme si là, tu sais, comme je dis, c'est jamais fini. Tu as un enfant et puis genre, c'est les remarques continuent et puis toi après après du coup, moi-même, je suis en train de stresser parce que ça m'a pris 8 ans pour avoir un. Je me dis: «Ça va me prendre 8 ans encore pour avoir un deuxième». Mais quelque chose aussi que ce processus-là m'a appris, c'est vrai que je n'ai pas fait de FIV ou de traitement comme toi et tout, mais quelque chose que ce processus d'infertilité, ça m'a appris 2 choses en fait. Un, ça m'a appris le lâcher prise. Donc vraiment parce que, je me suis vraiment retrouvée en fait, quand tu disais: «Oui, tu planifies», moi je planifie absolument tout. Ouais. C'est limite, tu as un fichier Excel, quoi. Tu planifies ta vie au millimètre près, quoi. C'est Moi, ça, je fais pas. c'est, ça mais absolument pas. Donc c'est vraiment le lâcher prise et puis aussi ça te rapproche de Dieu quoi, en fait. Ça Ouais, guide ta foi, ouais. en fait. Parce que ça te rend très humble parce que tu te rends compte que tu n'es rien, tu n'es rien, tu ne peux c'est-à-dire que tu n'as de contrôle sur absolument rien. Donc assieds-toi. On ne dit pas de t'asseoir et de ne rien faire quoi, mais genre fais ce que tu as à faire, mais assieds-toi et puis attends. Donc en fait, bouge à faire, mais bouger en attendant. Je sais pas comment Voilà. Non, non, c'est ça. C'est ça. Mais faut surtout pas te dire que tu contrôles tout. C'est quand toi tu as décidé que ça va se faire. C'est c'est ceci. ça, Non, il n'y a pas ça. c'est ça. Il n'y a pas ça. C'est C'est comme tu dis, ouais, faut rester humble, faut rester patient et à un moment donné, tu peux pas continuer. Faut lâcher prise comme tu dis, quoi, parce que tu peux pas tout contrôler. tout à Tu fait. peux vraiment, vraiment pas tout contrôler. Et moi, j'ai eu de la chance parce que je sais que c'est pas la même chose pour tout le monde, Jenna. Il y a des gens malheureusement, leur couple n'a pas tenu. C'est ça. Le couple n'a pas tenu. Et ce problème d'infertilité là, c'est soit ça vous rapproche, soit ça vous sépare complètement. C'est comme un enfant, hein. C'est ça, hein, tu vois. Donc moi, malheureusement, je touche du bois. Heureusement, moi, j'ai envie de dire, c'est peut-être même pour l'instant, en tout cas, je touche du bois, c'est même l'inverse. J'ai l'impression que ça nous a même plus rapprochés, Tout à fait. euh, malgré les disputes que ça a créées, les Bien tensions, sûr, etc. c'est ça. Mais je sais que c'est pas donné à tout le monde d'avoir ça, quoi. Donc c'est pour ça, c'est ça aussi, c'est une des raisons aussi qui me donne la force de continuer, même si je baisse beaucoup les bras. Mais comme mon mari est là pour toujours me rappeler qu'il faut qu'on continue, Mmh, mmh mh. je continue, quoi. Mais ouais, ça c'est un autre aspect aussi, la pression que certaines femmes vivent parce que
malheureusement, le couple tient pas, quoi. C'est ça. Mais en tout cas, Karim, bravo. Franchement, il faut vraiment merci et puis bravo, quoi. Parce que, comme je dis, effectivement, vous passez à travers la même expérience sans passer à travers la même expérience, mais sûrement que lui aussi vit des choses de son côté et qu'il en, parce que bon, tu sais, les hommes, même s'il a 1% d'Africain dans son sang, Wallahi, il, ouais, il va pas ils partagent pas, ils sont pas trop sur leurs émotions. Donc, c'est vrai, hein. donc, Peut-être qu'un jour, on aura la perspective d'un homme dans ton émission, Djenaba, on sait jamais. effectivement, ça serait une bonne idée, ça serait une bonne Ouais, ouais, ouais. Mais Merci beaucoup. Merci, ça m'a fait plaisir. Ça fait plaisir même d'en parler parce que j'en parle pas non plus tout le temps, donc ça fait plaisir, ça permet de se libérer aussi. Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps de. c'est ça, mais merci vraiment à toi, vraiment. Et donc vraiment, comme tu disais, si ça aide une personne, c'est l'essentiel, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et si ça permet aussi de changer certaines mentalités, et puis apprendre aux gens à être un peu plus, aux femmes à être un peu plus, c'est pas délicate, mais sensible, quoi. Je sais pas comment dire. Voilà, C'est ça, ou faire plus attention, en fait. elle Donc, ne soit plus maladroite, c'est ça, franchement. c'est ça. Donc, vraiment, en tout cas, c'est ça. En tout cas, merci encore, Gisèle. Je t'en prie, Djenaba, merci beaucoup. Merci pour tout.